Les grands modèles de langage, les fameux LLM, sont absolument partout. Et franchement, on a souvent l'impression que c'est de la magie. On leur pose une question, ils nous répondent avec une cohérence qui a l'air presque humaine. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette boîte noire? C'est la grande question, en fait. Comment est-ce qu'une machine peut passer de milliards de pages de texte brut piochées sur Internet à une conversation qui a du sens? La réponse, on va le voir ensemble, n'a rien de magique. C'est une accumulation de mécanismes basés sur les probabilités, mais à une échelle qui dépasse l'imagination. Et au fond, tout se résume à cette idée. Un LLM, à la base, ce n'est pas une conscience. C'est une machine incroyablement puissante dont le seul but est de reconnaître des motifs, des patterns et de deviner ce qui vient après. Conceptuellement, c'est aussi simple que ça. Toute la complexité, bien sûr, elle est dans le comment. Alors, allons-y, plongeons dans la salle des machines. Pour comprendre comment un LLM pense, il faut d'abord voir comment il lit. Et la première surprise, c'est que sa façon de voir le langage est radicalement différente de la nôtre. En fait, un LLM ne lit pas des mots, il décompose tout en tokens. Il faut voir le token comme sa brique de Lego élémentaire. Un mot court comme manger peut être un seul token, mais un mot plus long comme probabiliste va être découpé en plusieurs. Pour lui, une phrase ce n'est donc qu'une suite de ces petites unités, c'est sa toute première étape pour digérer l'information. Et pour traiter ces tokens, l'architecture reine aujourd'hui, c'est le transformer. Ça fonctionne en deux temps. D'abord, à gauche, la phase de préfill. Là, le modèle aspire toute la question d'un coup. C'est comme une fusée, c'est ultra rapide, ça utilise toute la puissance de calcul en parallèle. Et puis, à droite, on passe à la phase de decoding. C'est la génération de la réponse, token par token. Et là, tout ralentit. C'est la tortue. Chaque nouveau token dépend du précédent. C'est séquentiel. Et le problème, ce n'est plus la puissance de calcul, c'est la vitesse de la mémoire. C'est le fameux goulot d'étranglement. Bon, d'accord, on a le mécanisme. Mais avant de pouvoir répondre, ce cerveau, il faut bien le remplir, non? C'est l'étape du pré-entraînement, où le modèle va littéralement ingérer une bonne partie d'Internet pour se construire une connaissance du monde. Et là, accrochez-vous, les chiffres sont délirants. 15 000 milliards de tokens. C'est la quantité de données avalées par un modèle comme l'AMA 3. Pour se donner une idée, c'est comme dire l'intégralité de la Bibliothèque nationale de France des milliers de fois. C'est juste astronomique. Mais attention, ce n'est pas juste de la mémorisation bête et méchante. Pendant qu'il avale tout ça, le modèle apprend à voir des liens. Il développe des circuits internes qui agissent comme des détecteurs de concepts. Par exemple, à force de voir Paris est la capitale de suivi par France, il ne mémorise pas la phrase, il apprend la relation de capitale de. C'est comme ça qu'il se construit sa vision du monde, brique par brique. Sauf que cette architecture a un défaut de naissance, une faille fondamentale. Le modèle est entièrement optimisé pour une seule chose, prédire la suite. Il est conçu pour avancer, pas pour reculer. Et cet exemple le montre parfaitement. Si on donne à un LLM une séquence simple, comme cercle rouge, carré bleu, triangle jaune, et qu'on lui demande de l'inverser, il va avoir un mal fou, voire échouer complètement. Pourquoi? Parce que toute son architecture est pensée pour deviner le prochain élément, pas pour revenir sur ses pas. C'est un défaut de conception au cœur même du réacteur. Donc à ce stade, on a une sorte de savant fou qui a lu tout Internet, mais qui est incapable de faire quoi que ce soit d'utile. Il ne sait que compléter du texte. Alors comment on le transforme en un assistant qu'on peut utiliser? C'est là qu'intervient l'étape d'affinage, le fine-tuning. L'idée ici, c'est de lui apprendre à suivre une instruction. Pour y arriver, on lui donne des milliers d'exemples de très haute qualité, souvent des paires de questions et de réponses parfaites écrites par des humains. L'objectif change radicalement. On ne lui demande plus de prédire, on lui demande d'exécuter une tâche. Le problème, c'est que modifier un modèle avec des centaines de milliards de paramètres, ça coûte une fortune en calcul. Et c'est là qu'arrive une idée de génie, le PEFT. L'astuce est brillante. Au lieu de toucher à l'énorme modèle de base, on le gèle, on n'y touche plus. Et par-dessus, on vient greffer de toutes petites couches de paramètres bien plus légères que l'on va entraîner. L'analogie est parfaite. C'est comme reprogrammer un petit boîtier électronique plutôt que de reconstruire tout le moteur. Ça réduit les coûts de façon spectaculaire. Ok, on a maintenant un modèle qui sait plein de choses et qui sait suivre des ordres. Mais ça ne le rend pas sûr, ni agréable à utiliser, ni aligné avec nos valeurs. Il manque la dernière étape, qu'on pourrait appeler la couche de civilisation. Ce processus, c'est le fameux RLHF, ou l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains. Ça se passe en trois temps. D'abord, des humains reçoivent deux réponses et disent simplement je préfère la A ou je préfère la B. Ensuite, avec des milliers de ces choix, on entraîne un deuxième modèle, une sorte de juge IA.
Son seul but, c'est d'apprendre à deviner quelle réponse un humain préférerait. Et enfin, on utilise ce juge artificiel pour noter en temps réel des millions de réponses du LLM qui apprend petit à petit à générer des textes qui nous plaisent. Mais ce système, aussi ingénieux soit-il, a des effets secondaires assez pervers et des limites bien réelles. Parce que même avec tous ces réglages, l'architecture de base, elle, n'a pas changé. Voici l'un des problèmes les plus vicieux. En étant entraîné à préférer des réponses de haute qualité, qui sont souvent longues, détaillées, bien argumentées, le modèle apprend qu'une bonne réponse doit ressembler à ça. Le piège, c'est que quand il ne connaît pas la réponse, il va quand même essayer d'imiter le style. Et pour ça, il va inventer, halluciner, juste pour que sa réponse ait l'air d'une bonne réponse. Et ça donne des résultats complètement surréalistes, comme celui-ci. Pourquoi cette réponse absurde? Parce que dans ces milliards de données, chaque du Cheshire est statistiquement connecté à des concepts d'animaux, de fiction, de personnages. Le modèle a juste recraché un motif qui lui semblait probable, même si c'est un non-sens total. La connaissance est là, quelque part, mais le simple bon sens, lui, est totalement absent. Et les hallucinations, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi les risques de fuite de données, comme quand des ingénieurs ont partagé sans le vouloir du code confidentiel. Il y a aussi un effet pervers de la sécurité, le biais de refus. À force de lui apprendre à ne rien dire de mal, le modèle devient trop prudent et refuse de répondre à des questions tout à fait légitimes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le coût environnemental colossal de ces géants numériques. Donc si on résume tout ça, on peut imaginer un LLM comme un bâtiment à 3 étages. Tout en bas, les fondations, c'est le pré-entraînement, la connaissance brute. Au milieu, les murs porteurs, c'est l'affinage pour lui donner des compétences pratiques. Et tout en haut, le toit et les finitions, c'est l'alignement pour la sécurité et la nuance. C'est un outil surpuissant, oui, mais qui reste prisonnier de son architecture. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Un LLM ne comprend pas le monde. C'est un calculateur de probabilité qui prédit la suite la plus logique d'une séquence de tokens. Cette distinction, ce n'est pas un détail technique, c'est absolument fondamental pour savoir ce qu'est cet outil et ce qu'il n'est pas. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. La course à la taille, à qui aura le plus gros modèle, touche peut-être à sa fin. Le vrai mur, ce n'est peut-être plus la puissance de calcul, mais ce défaut de conception à la base. Le prochain grand défi ne sera donc peut-être pas de construire des cerveaux toujours plus gros, mais simplement des cerveaux mieux conçus. Faire plus malin, pas forcément plus grand. Et ça donne à réfléchir.